Eh bien, vous pourriez aussi bien commencer par noter cette URL. Je l'afficherai à nouveau à la fin du cours. Vous y trouverez le syllabus. Le syllabus contient tout ce qu'il vous faut connaître dans le cadre de ce cours. Il y a un manuel. Le voici. Il regroupe des extraits issus d'un plus gros volume. Je l'utilise car il est ancien, mais beaucoup des théoriciens que nous allons aborder sont anciens aussi. Et j'ai trouvé ce manuel en particulier approprié. Et beaucoup des personnes dont nous allons parler ont des visions très sophistiquées de la personnalité. Et je pense que cela ne vous rend pas service, à moins que vous ne lisiez quelque chose de suffisamment sophistiqué pour comprendre, au moins dans une certaine mesure, ce qu'ont voulu dire les personnes que nous allons étudier. Nous ferions tout aussi bien de commencer, j'imagine, par une définition de la personnalité. Il est difficile de définir une chose aussi générale, car lorsque l'on parle d'être humain, ce n'est pas si simple de déterminer ce qui constitue la personnalité et ce qui constitue autre chose. Mais je vais donc m'y atteler à partir de différentes perspectives. Et dans le même temps, j'aimerais également que vous réfléchissiez à la nature de ce que vous allez apprendre. La personnalité humaine est essentiellement incompréhensible. L'être humain est incroyablement compliqué et il est implanté dans des systèmes tout aussi compliqués. Il y a plus de possibilités de connexion neuronale dans votre cerveau que de particules subatomiques dans l'univers, très largement plus. Vous pouvez vous renseigner sur Gerald Edelman si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Il est donc raisonnable d'avancer que vous êtes la chose la plus compliquée que nous connaissions, selon toute une série d'ordres de grandeur. Et la probabilité que vous puissiez vous comprendre de manière plus ou moins totale est extrêmement faible. Ceci fait de l'étude de la personnalité une chose très audacieuse et désespérante et compliquée. Nous allons parcourir un très grand nombre de théoriciens. Et ce que vous découvrirez est que, bien qu'ils partagent des points communs, il existe également entre eux d'importantes divergences. Vous pourriez dès lors vous demander, eh bien, à quoi bon étudier cette série de penseurs et de pensées s'il n'existe aucun consensus entre eux? Ce à quoi je répondrai tout d'abord, il existe des points de consensus entre eux. Même si l'étude de la personnalité n'est pas encore développée au point de constituer une théorie homogène, dénuée de toute contradiction interne. Mais je dirais également que l'étude de la personnalité est une discipline hybride. C'est en partie scientifique et en partie une discipline d'ingénieur. Sa composante clinique, je dirais, se rapproche de l'ingénierie, car ce que font les ingénieurs, c'est tenter de produire quelque chose. Ils essayent de provoquer certains effets, et ils se reposent sur la théorie. Mais l'objectif reste de construire quelque chose. Et lorsque vous travaillez en tant que psychologue clinicien, et la plupart des théoriciens que nous allons aborder durant près du premier tiers, voire de la première moitié de ce cours, sont des cliniciens, ils essayent de construire quelque chose. Et ils font face à des problèmes conceptuels très difficiles, car ils essayent de guérir des troubles psychiques ou même de guérir le mal-être et d'améliorer la santé des patients. Et le problème, c'est que il n'est pas simple de définir un trouble psychique d'un point de vue scientifique, car la notion de ce qui est sain d'un point de vue psychique et ce qui ne l'est pas découle en partie du jugement social et en partie d'une construction sociale. Et c'est lié en partie à des normes
et en partie à des idéaux, car on pourrait dire que être sain, c'est être normal, mais on pourrait tout aussi bien dire qu'être sain, c'est être idéal. Et c'est là bien sûr que l'on rencontre la difficulté de conceptualiser un idéal, et cela ne coule pas de source, que la science soit capable de conceptualiser un idéal. Car les idéaux ont tendance à appartenir au domaine des jugements moraux, disons, ou philosophiques, plutôt qu'au jugement scientifique à proprement parler. Donc ce que je vous suggérerais, c'est qu'il peut s'avérer utile d'aborder ce cours comme si vous étiez un ingénieur de l'esprit humain, un ingénieur de votre propre esprit pour commencer, mais également un ingénieur de l'esprit des autres, car en interagissant avec les autres, vous leur communiquez inévitablement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Lorsqu'ils vous donnent ce que vous voulez et ce que vous admirez, vous réagissez de manière positive envers eux. Vous leur prêtez attention, vous leur souriez, vous concentrez vos pensées sur eux, vous interagissez avec eux et vous les récompensez pour avoir agi d'une certaine manière. Et lorsqu'ils ne répondent pas de la manière que vous voulez, alors vous les punissez, par un regard, ou en vous détournant, ou en refusant leur amitié, ou encore, lorsque vous êtes un enfant, en refusant de jouer avec eux. Et ainsi, nous participons à la co-création de personnalités, la nôtre et celle des autres, ce qui suscite toujours cette même question. Qu'essayons-nous tous, collectivement, d'être et de créer? Je suppose que vous connaissez tous l'expérience de ne pas être à la hauteur de l'idéal, un idéal que vous vous fixez à vous-même ou celui que les autres fixent pour vous. Je suppose que vous ressentez tous les conséquences négatives de ne pas être à la hauteur de cet idéal. Freud conceptualiserait ce phénomène comme le surmoi, imposant son jugement au moi, le moi, c'est-à-dire vous-même, le surmoi étant un hybride, je suppose, de forces externes et aussi de votre internalisation de ces jugements et de ces forces. Maintenant, la personnalité à proprement parler, dirais-je, est composée de ces éléments d'idéaux, ainsi que d'éléments structurels, dont nous parlerons davantage à travers la seconde partie de ce cours. Les éléments structurels peuvent être organisés et circonscrits de manière plus scientifique. La seconde partie de ce cours se concentre plus sur la physiologie du cerveau, et sur les approches statistiques utilisées pour décrire la personnalité. Je pense que vous pourriez dire que cela délimite le territoire que nous allons explorer. Le cours est intitulé « La personnalité et ses transformations » car nous avons une personnalité, c'est ce que vous êtes en ce moment, mais notre personnalité est aussi capable de se transformer, de changer. C'est une évidence. Nous voyons cela comme de l'apprentissage, dont une partie consiste dans l'apprentissage de choses factuelles, et l'autre peut être vue comme l'apprentissage de comment percevoir et se comporter. Et je dirais que les psychologues cliniciens, dont nous traiterons dans un premier temps, s'intéressent bien plus à la nature des structures implicites qui façonnent vos perceptions, ainsi que des structures implicites qui façonnent vos comportements, et la façon dont ceux-ci s'intègrent en relation avec vos émotions négatives, votre santé et votre bien-être, tandis que les penseurs, dont nous parlerons dans un second temps, s'emploient davantage à exposer les éléments structurels de ces composants et à les relier à, disons, des phénomènes mécaniques sous-jacents, présupposant, et cela semble justifier, qu'il existe une relation entre votre personnalité et la manière dont votre cerveau fonctionne. Je vais tenter
de vous fournir un méta-récit qui vous aidera à unifier ces différentes théories. J'ai souvent trouvé utile pour essayer de se souvenir de quelque chose de disposer d'une histoire à laquelle raccrocher les faits. Dans le cas contraire, vous êtes face à la nécessité de ne rien faire d'autre que de la pure mémorisation. Et il ne me semble pas manifeste que la mémorisation par cœur constitue réellement du savoir. Ce qui constitue du savoir est l'élaboration d'une structure cognitive qui vous permette de vous conduire de manière plus appropriée dans votre existence. J'imagine donc que vous pourriez dire, d'un cours de psychologie, vous pourriez avancer qu'un cours de psychologie, en particulier, s'il traite de la personnalité, est aussi un cours de sagesse appliquée, si l'on suppose que la sagesse est, en partie, la capacité de vous comprendre vous-même, afin que vous ne représentiez pas un mystère trop insupportable pour vous-même, et que vous puissiez aussi comprendre les autres, afin de prédire leur comportement, comprendre leurs motivations, négocier avec eux, les écouter et élaborer avec eux des jeux conjoints dans le but de vous intégrer raisonnablement bien avec une autre personne, avec votre famille et dans la société. Eh bien, les éléments structurels de la personnalité peuvent être vus comme les structures implicites qui régissent votre perception et qui vous orientent vers certains types de comportements. Je peux vous donner quelques exemples. Nous pouvons parler du modèle du Big Five brièvement, en français les 5 grands traits de la personnalité. Ce modèle de la personnalité est un modèle statistique que nous couvrirons en détail, trait par trait, notamment dans la seconde partie du cours. La façon dont le modèle du Big Five a été élaboré est que ces traits ayant été élaborés sur près de 50 ans, les psychologues de la personnalité ont rassemblé des adjectifs de la langue anglaise dans un premier temps, utilisés pour décrire les êtres humains. Ils ont rassemblé autant d'adjectifs qu'ils ont pu et les ont soumis à une procédure nommée analyse factorielle. L'analyse factorielle permettant de déterminer statistiquement, en un sens, la similarité des adjectifs entre eux. Par exemple, si vous donnez à 1000 individus une liste d'adjectifs pour se décrire eux-mêmes, et qu'un des adjectifs est heureux, et qu'un autre de ces adjectifs est social, vous découvririez que ceux qui se sont donné une note élevée pour heureux se sont aussi donné une note élevée pour social, et que ceux qui se sont donné une note basse pour heureux se sont également donné une note basse pour social. Et en examinant ces combinaisons de covariance, vous pouvez déterminer quelles sont les dimensions essentielles de la personnalité humaine. Une de ces dimensions est, en gros, le bonheur, c'est l'extraversion. Une autre dimension est le névrosisme, c'est la dimension de l'émotion négative. Donc, si vous demandez à une personne si elle est anxieuse et qu'elle se donne une note élevée, mettons sur une échelle d'1 à 7, il y a de fortes chances qu'elle se donne également une note élevée sur une question relative à la tristesse. Et il s'avère que les émotions négatives s'agglutinent entre elles, de telle sorte que les gens qui sont sujets à plus d'une émotion négative ont tendance à être davantage sujets à toutes les émotions négatives. Une autre dimension est l'amabilité. Les individus dits aimables sont altruistes, empathiques et polis. Si vous interagissez avec une personne dite aimable, celle-ci n'aime pas le conflit et elles accordent de l'importance aux autres. Si vous interagissez avec une personne dite aimable, elle placera probablement vos soucis avant les siens. Ceux-ci n'ont pas l'esprit de compétition et sont coopératifs. C'est une dimension où les femmes ont des scores plus élevés que les hommes sur le trait de l'amabilité à travers les cultures, y compris les cultures où de plus grands efforts ont été faits pour produire un climat social égalitariste, comme dans les pays scandinaves. Et à vrai dire, les différences de personnalité liées au genre sont plus grandes là-bas que n'importe où ailleurs. Un autre trait est la conscienciosité. La conscienciosité est un trait très avantageux si vous voulez bien réussir à l'école et dans la vie professionnelle, en particulier dans la gestion et l'administration.
On ne peut pas dire que l'on saisisse très bien la nature de la conscienciosité, bien qu'elle émerge sans ambiguïté possible des analyses factorielles menées sur les études d'adjectifs à travers différents pays. Les individus consciencieux sont appliqués, travailleurs et ordonnés. Leur discipline a tendance à les orienter vers des opinions politiques conservatrices, soit dit en passant car il s'avère que votre tempérament propre, votre personnalité propre qui constitue une série de filtres à travers lesquels vous interprétez le monde, affecte aussi la manière dont vous traitez les informations et influence la façon dont vous votez. On pourrait donc dire, et je pense réellement que c'est le cas d'ailleurs, de nombreuses recherches ont récemment été effectuées sur le sujet, que plus vous mesurez précisément les valeurs politiques d'une personne, plus vous trouverez qu'elles sont déterminées par sa personnalité. Et je trouve qu'il est raisonnable de réfléchir à cette question, car il est nécessaire de trouver des moyens de simplifier le monde, n'est-ce pas? Car vous ne pouvez tout simplement pas tout faire. Et les gens sont donc spécialisés, ils occupent des niches spécialisées que l'on pourrait voir comme des niches sociales. Une niche est une position dans laquelle vos compétences particulières vous permettent de subsister. Et donc, si vous êtes extraverti, vous rechercherez une niche de nature sociale, car vous aimez être avec des gens, tandis que si vous êtes introverti, vous passerez beaucoup plus de temps tout seul. Et donc, si vous êtes une personne introvertie, par exemple, vous voudrez un travail dans lequel vous n'aurez pas à vendre et où vous ne serez pas entouré de groupes de gens qui vous interpellent sans cesse socialement, car cela vous épuiserait. Alors que si vous êtes extraverti, c'est précisément ce que vous voulez. Et donc l'extraverti voit le monde comme un lieu d'opportunité sociale, là où l'introverti voit le monde comme un lieu dont il doit se retirer pour passer du temps tout seul. Et il s'avère que ces deux modes de vie sont valables. Le problème, au moins dans une certaine mesure, est de savoir si oui ou non vous avez assez de chances de faire correspondre votre tempérament aux exigences de votre environnement, ainsi que, j'imagine, avoir eu assez de chances d'être né à une époque où il existe une niche adaptée à votre tempérament particulier, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il faut imaginer que toutes ces dimensions de la personnalité varient sous la pression de l'évolution, n'est-ce pas? Il y a donc une répartition de l'extraversion, disons une distribution normale. La plupart des gens sont au milieu, et plus on se rapproche des extrêmes, moins il y a d'individus. Ceci implique qu'en moyenne, à travers de grandes périodes de temps, il y a eu des environnements qui ont correspondu à chacune des positions comprises dans cette distribution, la plupart des environnements ayant correspondu au milieu, sans quoi nous n'aurions pas évolué ainsi. Et donc parfois, être très extraverti sera un avantage pour vous dans une minorité d'environnements, de niches, tandis que parfois ce sera simplement un désastre. Je pense par exemple que si vous vivez dans une société tyrannique, où le moindre signe d'une activité personnellement orientée est hautement susceptible de vous causer des problèmes, et être extraverti et bas sur le trait du névrosisme ne serait pas une très bonne idée, car vous parlerez trop, serez incapable de garder vos pensées pour vous, et vous vous montreriez relativement téméraire. Bon, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Nous n'avons pas mené d'études précises sur les liens entre l'inclination de la personnalité et les exigences de l'environnement, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Donc les gens consciencieux sont travailleurs et ordonnés. Nous savons certaines choses sur le caractère ordonné. Il semble être associé assez curieusement à la sensibilité au dégoût, ce qui, je suppose, n'est pas si surprenant. Si vous emmenez une personne ordonnée dans une cuisine en désordre, elle réagira avec dégoût et ne souhaitera rien de plus que de la mettre en ordre, d'organiser et de la nettoyer. Il y a énormément de variabilité sur le trait ordonné. Et comme je l'ai dit, le caractère ordonné est un prédicteur de conservatisme politique. Ce n'est pas la seule chose, mais cela en fait certainement partie. La corrélation entre la conscienciosité et les notes à l'école est d'à peu près 0,4. Cela représente donc environ 16% de la variance. C'est le second meilleur prédicteur des résultats universitaires, après l'intelligence. Et nous parlerons de l'intelligence pendant ce cours également. L'intelligence est en réalité un concept relativement élémentaire. Je ne pense pas que j'en parlerai aujourd'hui, mais les personnes consciencieuses, leur assiduité et leur tendance à l'ordre les poussent à organiser leur temps. Ils gèrent ainsi efficacement leur temps. Ils s'appuient sur des emplois du temps et ce genre de choses. Nous n'avons pas été capables de découvrir quoi que ce soit sur la biologie ou la physiologie sous-jacente de l'assiduité.
Nous avons pourtant vraiment essayé des dizaines et des dizaines de tests, cherchant à mettre au point une mesure en laboratoire que les gens assidus réussiraient mieux, et nous avons complètement échoué. Et il n'existe pas de modèle de l'assiduité chez les animaux non plus. Je dirais donc que c'est un grand mystère qui subsiste au cœur de la psychologie des traits de la personnalité. Et peut-être qu'il s'agit d'une catégorie spécifique à l'humain, vous savez, car on pourrait considérer les chiens de traîneau, par exemple, comme étant assidus, ainsi que peut-être les chiens de berger ou des animaux comme ça. Mais bien entendu, ils ont été dressés par des êtres humains alors. Mais cela n'a rien d'évident que les animaux soient industrieux de la même façon que nous le sommes. L'assiduité implique de sacrifier le présent pour le futur ou quelque chose comme ça. Et il semble nécessaire de pouvoir conceptualiser le temps afin de sacrifier le présent pour le futur. Une chose que je voudrais vous suggérer de faire en tant qu'étudiant pour ce cours, et peut-être pour chaque cours en parlant d'assiduité, c'est d'établir un plan d'attaque pour le cours et d'utiliser un planning. Si vous gérez votre carrière universitaire comme un emploi à plein temps, vous avez de bien plus grandes chances de réussir. Et si vous gardez le rythme sur les lectures, les rédactions, etc., il y a beaucoup moins de chances que vous sombriez dans le désespoir. Si vous vous êtes laissé dépasser, utilisez Google Agenda ou un outil similaire afin d'organiser votre emploi du temps pour la totalité du semestre. Dès le début du semestre, peut s'avérer salutaire, en particulier si vous n'êtes pas très assidu, car cela peut vous garder sur la bonne voie. Et une des choses que nous savons à propos des gens consciencieux, c'est qu'ils sont particulièrement doués pour utiliser des emplois du temps et planifier l'utilisation de leur temps. Et donc j'aimerais vous dire que vous devriez être plus intelligent, mais j'ignore comment vous pourriez devenir plus intelligent. Nous n'avons aucune idée de comment améliorer l'intelligence, et j'imagine que nous ne savons pas vraiment comment améliorer l'assiduité non plus. Mais je peux vous affirmer que les gens assidus mettent au point une stratégie pour résoudre les problèmes qui se présentent à eux, et font tout pour s'en tenir à cette stratégie. Et donc, par exemple, si vous vous attelez aujourd'hui ou demain pour quelques heures, 2 ou 3 heures, à remplir un agenda Google ou quelques autres outils de votre choix, avec une stratégie pour étudier et une liste des échéances de tous vos travaux à rendre, etc., et lorsque vous allez vous asseoir et étudier, alors vous ne serez pas dans une situation où vous aurez à bachoter 10 heures par jour désespérément juste avant un examen important. C'est également une manière très inefficace d'étudier d'ailleurs. Tout d'abord, les gens qui bachotent pendant 10 heures disent qu'ils étudient pendant 10 heures, mais c'est rarement le cas car, eh bien, personnellement, je ne suis pas capable d'étudier pendant 10 heures. Je n'ai pas le pouvoir de concentration qui me permettrait de faire ça pendant une telle période de temps. Je peux assurer à peu près 3 heures d'activité intellectuelle intense avant d'être à bout. Il est également avéré que si vous étudiez puis dormez, puis étudiez puis dormez, puis étudiez puis dormez, en espaçant comme cela, alors vous aurez bien plus de chances de vous en souvenir. Il est aussi bien plus probable que vous vous souveniez si vous tentez de vous remémorer le matériel que vous étudiez. Et donc surligner et ce genre de méthode n'est pas très efficace, mais lire, fermer le livre, puis résumer ce que vous avez lu sans ouvrir le fichu livre, ça c'est utile. Et la raison à cela, c'est que vous vous entraînez à vous souvenir. Et c'est à cela que vous devez vous entraîner. Si vous voulez mémoriser, vous devez vous entraîner à vous souvenir. Il ne faut pas se contenter de lire et relire l'information. Cela vous aidera au niveau de la mémoire de reconnaissance, en partie, mais cela ne vous aidera pas au niveau de la mémoire de rappel. Enfin bref, le dernier trait est l'ouverture. L'ouverture est un trait créatif. Elle est également associée avec l'intelligence, en ceci que les personnes intelligentes, et je parle ici techniquement du QI, ont tendance à être plus créatives. Ce qui n'a pas grand-chose de surprenant. Les personnes créatives, au fait, sont généralement plus progressistes au niveau de leurs opinions politiques. Elles aiment la nouveauté, l'esthétique, la fiction. Elles aiment les films, l'art, la poésie. Il y a quelque chose à leur propos qui leur donne une sensibilité esthétique. Et c'est une caractéristique inhérente au trait de l'ouverture. On ne peut pas dire, à propos, que tout le monde soit créatif, loin de là. En réalité, nous avons utilisé le questionnaire de réussite créative pour mesurer la créativité des gens, et je vous en reparlerai davantage pendant le cours. Et le questionnaire de réussite créative prend 13 dimensions de la créativité, vous savez, comme l'écriture, la danse, les arts dramatiques, la recherche scientifique, les activités entrepreneuriales, l'architecture, la cuisine. Il y en a une poignée d'autres, chanter, etc. Toutes ces choses dont on pourrait s'attendre que les gens puissent être créatifs. Et le questionnaire demande aux gens de se noter sur une échelle de 1 à 10 par rapport à leur niveau de réussite.
dans tous ces domaines créatifs. 0 étant « je n'ai aucune formation ou compétence dans ce domaine ». Et 70% des gens obtenaient un résultat de 0 à travers la totalité du questionnaire de réussite créative. Une infime proportion de personnes faisaient exception, étant créatives dans plusieurs domaines en même temps, exceptionnellement créatives. Il s'avère, comme vous le verrez plus tard, que cette courbe qui s'appelle une distribution de Pareto, où la plupart des gens sont rassemblés à 0 et quelques personnes sont tout à fait à l'opposé sur le bord créatif, est caractéristique de toutes sortes de distributions, comme la distribution des richesses par exemple. C'est pourquoi seulement 1% des gens possèdent une majorité écrasante du capital. Ce 1% n'est pas constitué des mêmes personnes à travers le temps, il y a un roulement. Et vous avez bien plus de chances d'être dans le 1% si vous êtes plus vieux, ce qui est assez logique, puisqu'une des choses que vous faites en vieillissant est de troquer votre jeunesse pour la richesse, si vous avez de la chance. Je ne trouve pas que cet échange vaille vraiment la peine, mais c'est le meilleur que vous ayez. Enfin bref, vous pouvez voir tous ces traits particuliers comme des façons de simplifier le monde, n'est-ce pas? Il y a de nombreuses manières d'agir dans le monde. Et de nombreuses manières de voir le monde et d'y survivre. C'est pourquoi vous pouvez être un plombier, un avocat ou un ingénieur, et que tous ces modes d'existence sont fonctionnels. Même s'ils sont très différents, vous pouvez donc avoir différentes personnalités et survivre, pourvu que vous soyez capable de trouver un domaine où vos filtres particuliers et les inclinations de votre comportement correspondent à la demande de l'environnement. Et une grande part, je dirais, d'une adaptation réussie réside précisément en cela. Mais il existe d'autres éléments de la personnalité aussi. Une des choses qui me frappe, et c'est à vrai dire une des critiques que j'ai à formuler à l'égard des psychanalystes et des cliniciens en général, même si j'ai une grande admiration pour eux et que je considère que ce qu'ils ont à dire vaut largement la peine d'être entendu, c'est que cela n'a rien d'évident de croire que votre personnalité soit contenue à l'intérieur de vous. Vous savez, vous pensez, un être humain est une chose étrange organisée à multiples niveaux. Et vous pourriez vous demander, par exemple, votre mère est-elle davantage une partie de vous que votre bras? Ou peut-être encore plus précisément, votre enfant est-il davantage une partie de vous que votre bras? Les gens peuvent consentir à des sacrifices extraordinaires pour assurer l'existence de leurs enfants. Et donc vous êtes une personne, vous êtes fait de toutes sortes de sous-composants d'une personne que vous ne pouvez pas voir lorsque vous regardez une personne. Toute la machinerie compliquée à l'intérieur de vous qui fait de vous qui vous êtes, et puis à l'extérieur de cela, bien sûr, vous êtes imbriqué dans toutes sortes de systèmes sophistiqués. Vous faites partie d'une famille et d'une communauté qui fait partie d'une région, qui fait partie d'un État, qui fait partie d'une fédération internationale d'États, qui fait partie d'un écosystème. Et la façon dont vous faites la distinction entre vous et les systèmes dans lesquels vous êtes imbriqués est aussi d'une extraordinaire difficulté. Et l'une des choses que vous devez faire en tant que psychologue clinicien, par exemple, si vous essayez de diagnostiquer un client souffrant de dépression, vous pourriez vous dire, eh bien, cette personne est terriblement malheureuse. Eh bien, vous pourriez voir cela comme un problème lié à leur ajustement psychologique, vous savez, la façon dont ils regardent le monde. Mais si vous parcourez la littérature épidémiologique, une des choses dont vous vous apercevrez, c'est que vraiment beaucoup de gens subissent leur premier épisode dépressif après qu'une chose authentiquement terrible leur soit arrivée, n'est-ce pas? Ils ont perdu un proche, ils se sont blessés ou ils se sont retrouvés sans emploi, car le chômage représente un choc terrible pour les gens. Cela ne coule précisément pas de source que l'on puisse considérer des individus malheureux et désespérés parce qu'ils ont perdu leur travail comme étant dépressifs. Ils sont certainement tristes et ils ne vont pas très bien, mais le fait qu'ils n'ont plus de revenus est réellement quelque chose qui peut avoir de dramatiques conséquences concrètes. Et traiter cela comme s'il s'agissait d'un trouble mental semble contre-productif. Il s'avère également, par exemple, que si une personne vient vous voir pour vous parler et qu'elle est très affectée et qu'elle montre des signes, disons, d'un trouble de l'anxiété ou d'une dépression, ou toute autre manifestation clinique d'ailleurs, vous devez procéder à une analyse minutieuse de la manière dont ils sont intégrés dans leur famille, car, et c'est un sujet dont nous parlerons en détail, lorsque nous aborderons Freud, car les familles des gens ne sont pas nécessairement toutes des environnements particulièrement agréables à vivre.
Je veux dire, les êtres humains sont très dépendants et passent donc par une très longue période de dépendance, notamment parce que notre cortex est tellement surdéveloppé qu'il faut beaucoup de temps pour nous programmer afin de devenir vaguement capables de manœuvrer tout seul. Et ceci produit bien sûr les liens familiaux très étroits dont nous avons tous désespérément besoin, car qui voudrait être seul au monde? Mais ça nous expose aussi à la probabilité de nous embourber dans des pathologies familiales qui peuvent même se répéter à travers les générations. Et il n'est pas toujours évident, et cela ne l'a certainement pas été pour moi avec mes clients, que le problème fondamental avec le client est le client lui-même. Parfois, le problème fondamental est la famille. Et peut-être que cet individu a été identifié comme étant le problème en personne, ce qui est fort commode pour tous ceux qui participent à émettre cette présupposition. Il est également vrai que, et c'est l'idée freudienne fondamentalement, l'idée oedipienne, il est très facile pour les gens de devenir trop dépendants de leurs parents, et pour les parents de faciliter cela. Et alors, le problème développemental primaire de l'individu est de s'affranchir des interventions de sa famille afin qu'il puisse exister en tant qu'individu indépendant. Et bien sûr, il existe des variations culturelles qui rendent cette proposition complexe, mais c'est une proposition fondamentale, disons, de la psychologie freudienne. Beaucoup des psychologues cliniciens, tous ceux que nous allons étudier, ont une vision occidentale des choses. Une des présuppositions fondamentales est qu'une des caractéristiques d'un bon développement psychologique est la création d'un individu capable d'agir indépendamment. Et cela, je dirais, est un idéal implicite qui repose à la base des présuppositions cliniques de tous les théoriciens qui sont des psychologues classiques. Donc, voici une très ancienne illustration. C'est Jonas, émergeant de la baleine. C'est la variante d'un mythe. Le mythe est le mythe du dragon, je suppose. Le mythe du dragon raconte qu'il y a un dragon qui vit sous la terre et qui est éternel, et qui, de temps en temps, sort de terre pour menacer la contrée. Et quelqu'un de la contrée décide de se confronter au dragon, volontairement, fait cela et ramène quelque chose de grande valeur. Parfois, si le héros étant généralement un homme, parfois la chose de grande valeur est une femme que le dragon a kidnappée. C'est l'histoire de Saint Georges. Et parfois c'est de l'or, ou un autre trésor, comme dans l'histoire du Hobbit. C'est une histoire que vous connaissez tous très bien. C'est un classique des histoires de héros. L'histoire du héros est un autre élément fondamental des théories cliniques, je dirais. Elle est basée sur l'idée que l'on apprend à travers le contact volontaire avec ce qui nous effraie ou nous dégoûte. Et c'est une marque de fabrique de la théorie psychanalytique. Carl Jung, dont nous parlerons en détail, disait: son premier dicton était « Insterquilinis invenitur », ce que je suis sûr de massacrer car c'est du latin. Mais cela signifie « c'est dans la crasse qu'on le trouvera ». Et une des marques de fabrique des théories cliniques est qu'aux confins de l'expérience de chacun, vous pouvez voir cela comme l'expérience du monde extérieur ou de l'expérience dans l'esprit inconscient, eh bien qu'il y a de sales petits secrets, dirons-nous, et des squelettes dans les placards, et d'horribles vieilles peurs, et des vestiges d'abus, et des souvenirs de comportements pathologiques, et de manque de courage qui subsistent en nous, sous-développés, peut-être à cause de les avoir ignorés, et que la cure psychanalytique consiste précisément en la confrontation prudente avec ces éléments du moi oublié ou réprimé, dans l'espoir qu'une confrontation claire les réparera, les unira au reste de notre personnalité et nous rendra, par conséquent, plus forts.
Et je dirais que ce n'est qu'une variante de la manière dont les êtres humains apprennent. Et nous en parlerons plus à travers l'œuvre de Piaget, car vous apprenez toujours lorsque vous avez tort, ce qui est très agaçant. Mais qu'apprenons-nous lorsque nous avons raison? Vous parcourez le monde, vous fonctionnez dans le monde, vous avez une idée de ce que vous voulez qu'il se passe. Vous regardez toujours le monde avec cette idée de ce que vous voulez qu'il s'y passe. Vous agissez de telle manière que ce que vous voulez qu'il se passe arrive. Et quand cela arrive, comme planifié, alors vous êtes content, car d'abord, vous avez eu ce que vous vouliez, et tant mieux, peut-être. Cela dépend de ce que vous vouliez. Mais c'est aussi tant mieux, car si vous obtenez ce que vous voulez, quand vous agissez, alors il s'avère que votre modèle de comment agir est valide, n'est-ce pas? Le résultat qui est que vous obtenez ce que vous voulez n'indique aucune erreur de la part de votre modèle. Mais il arrive très fréquemment que, quand vous agissez pour obtenir ce que vous voulez, vous n'obteniez pas ce que vous voulez. Et alors, c'est désagréable car, eh bien, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, mais c'est encore plus désagréable car cela suggère que la manière dont vous construisez et voyez le monde est incorrecte à un quelconque niveau indéterminé. Donc, par exemple, si vous racontez une blague lors d'une fête, vous présumez que les gens vous écouteront et que quand ils entendront la blague, ils riront. Mais si, lorsque vous racontez la blague, celle-ci tombe à plat ou pire, elle dégoûte et offense les gens, alors vous serez pris de court. Et c'est en partie parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, et ce n'est déjà pas si bien, mais c'est davantage parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec la façon dont vous avez conceptualisé la situation. Et vous faites alors face à un problème. Et ce problème est l'émergence du domaine de l'inconnu. Quelle sorte d'erreur avez-vous commise? Peut-être que vous n'êtes pas aussi drôle que vous le pensiez, cela pourrait être un gros problème. Peut-être que les personnes qui vous entourent ne sont pas ce que vous pensiez qu'elles étaient. Peut-être qu'elles ne vous apprécient pas autant que vous pensiez qu'elles vous appréciaient. Je veux dire, la probabilité que diverses pensées paranoïaques de plus en plus sévères jaillissent dans votre esprit lorsque vous faites une erreur sociale, même triviale, est assez grande. Et lorsque vous faites une erreur de cette sorte, vous devez y faire face et trier toutes les possibilités afin que vous puissiez trouver exactement ce que vous avez fait de mal et comment corriger cela pour qu'à l'avenir, vous ne fassiez plus la même erreur. Et cela requiert, eh bien, cela requiert en un sens ce que vous pourriez décrire comme un voyage dans le ventre de la bête. La bête étant cet endroit où les choses se sont écroulées et où vous êtes submergé par les émotions négatives et le chaos et la confusion. Et c'est une très vieille histoire. C'est l'histoire du voyage dans le monde souterrain. Le héros étant la personne qui fait volontairement le voyage dans le monde souterrain, pour débusquer ce qui s'y tapit. Et c'est le motif de base de la théorie psychanalytique. Je dirais même que c'est le motif de base, en un sens, de la pratique clinique, car une des choses que vous faites en tant que clinicien est de trouver ce dont les gens ont peur et ce qu'ils évitent, que cela soit dans leur passé, dans leur présent ou dans leur futur. Brisez cela en plus petits morceaux et les aider à définir des stratégies d'approche et de maîtrise de leur peur. Cela améliorera ainsi la qualité de leur personnalité et les aidera à ne plus commettre les mêmes erreurs encore et encore. Bien, donc, pourquoi cette pléthore d'outils? Eh bien, comme je l'ai dit, dans un sens, être un psychologue de la personnalité est comme être un ingénieur. Vous essayez de fabriquer de meilleures personnes. Et l'on pourrait dire que si vous êtes un charpentier ou un mécanicien, votre capacité à réparer un véhicule ou construire une maison dépend de vos connaissances et de l'utilisation d'une multitude d'outils. Ainsi, l'on pourrait dire que plus vous avez d'outils à votre disposition, plus il est probable que vous gériez les choses correctement. Et donc, ce que je voudrais vous offrir est la possibilité de ce que vous allez découvrir dans ce cours. Donc, une série d'outils conceptuels sophistiqués qui vous aideront à mieux vous comprendre. Et par conséquent, à mieux vous orienter dans le monde. Je vois ce cours comme intensément pratique, car je crois que vous n'avez rien sur quoi vous reposer dans votre vie, rien de plus crucial pour votre réussite
que votre caractère et votre personnalité. C'est ce que vous apportez dans toute situation. Et plus vous serez sophistiqué par rapport à vous-même et autrui, plus vous comprendrez les gens et plus vous comprendrez profondément la nature de votre existence, plus la probabilité sera grande que vous évoluerez dans la vie d'une manière qui vous rendra satisfait d'exister plutôt que mécontent d'exister. J'ai rassemblé les écrits de personnes que je considère d'une brillance incomparable. Ils sont difficiles à comprendre. Leurs concepts sont complexes, mais ce n'est pas étonnant car le sujet est complexe et vital. Il requiert donc du travail, et je dirais, tâchez de garder le rythme des lectures. Cela rendra le cours bien plus riche à vos yeux. Et je dirais, car beaucoup de personnes me demandent comment devrais-je lire pour ce cours, car cela représente beaucoup de lecture. Et la réponse est la suivante. Lisez comme si cela était important. C'est la meilleure réponse. Ne vous demandez pas comment cela sera évalué. Si vous lisez et que vous assistez au cours, les tests n'auront rien de particulièrement difficile, mais vous devriez lire comme si l'auteur écrivait à propos de vous. Et vous devriez essayer de comprendre ce que l'auteur évoque, car c'est un autre outil à votre disposition. Et je dirais, avec mes clients, vous savez, j'utilisais les approches d'un théoricien pour l'un et les approches d'un autre théoricien pour l'autre. Et il me semble que cela dépend du tempérament du client. J'ai remarqué par exemple que les gens qui sont très élevés sur le trait de l'ouverture, qui est la dimension de la créativité, sont plutôt réceptifs à une approche jungienne, tandis que ceux qui sont plus pragmatiques, consciencieux, bas sur le trait de l'ouverture, sont bien plus réceptifs à une approche behavioriste. Nous n'en savons pas vraiment assez en psychologie pour le moment pour faire correspondre traitement et tempérament. Mais ce sont certaines des choses dont j'ai fait l'expérience. Bien, aspect pratique. Eh bien, il y a un site web, je vous ai donné l'URL, je l'afficherai à nouveau à la fin du cours. L'URL liste toutes les lectures qui ne sont pas dans le manuel. Le manuel contient donc les lectures classiques, des lectures de personnes comme Jung, Freud, Piaget et ainsi de suite, Rogers. Et comme je l'ai dit, j'ai choisi ce manuel car je pense que l'auteur a fait un travail tout à fait honorable en synthétisant ce qui était très difficile de synthétiser. Par ailleurs, sur le site web se trouvent les liens vers des articles, car la plupart de la documentation plus moderne se rapporte, disons, aux neurosciences ainsi qu'aux traits de la personnalité. Je pense qu'il est préférable de lire les articles originaux que je détaillerai ensuite avec vous. À mesure que nous avancerons, cela vous donnera aussi une sorte de familiarité avec les articles de psychologie originaux qui sont, disons, il y a un idiome que vous devez maîtriser pour les comprendre. Mais vous feriez aussi bien de pratiquer cela, surtout si vous projetez de continuer dans la psychologie, que ce soit dans vos études ou comme carrière. Il vaut mieux s'y habituer. Donc, voici à nouveau l'URL du cours. Si vous allez sur jordanbpeterson.com, ce qui n'est pas trop dur à retenir, en assumant que vous puissiez retenir mon nom, les cours sont listés sur la gauche. Vous y trouverez aussi le syllabus. Bien. Voici le programme que nous allons couvrir. Eh bien, aujourd'hui, de toute évidence, il s'agit de l'introduction et de la vue d'ensemble. Le cours est un peu étrange cette année parce qu'un jour c'est 1 heure et le jour suivant c'est 2 heures. Je ne sais pas exactement comment nous allons gérer cela, mais nous verrons bien. Perspective historique, représentation mythologique. Eh bien, je vous ai dit que je vous fournirai un méta-récit qui devrait vous permettre de relier les théories dont nous parlerons entre elles. Je vais donc vous décrire ce que vous pourriez considérer comme un langage conceptuel. Et autant que je puisse dire, imaginez qu'il y ait 2 sortes de choses que vous devriez savoir. Et je pense que c'est le cas. Je pense qu'il vous faut savoir de quoi le monde est fait. Je suppose que c'est ce qui relève du domaine de la science, mais il vous faut aussi savoir comment agir. Et c'est une toute autre chose. Et il vous faut savoir comment agir. C'est ce qu'il vous faut savoir par-dessus tout. Car bien sûr, vous êtes une créature vivante. Et l'action que vous dirigez vers vos objectifs représente tout pour vous.
Vous pouvez voir cela à travers une perspective darwinienne. Vous devez agir au moins afin de survivre, au moins afin de trouver un partenaire. C'est la vie. Et donc une partie de la question est, qu'est-ce que le monde, si vous l'envisagez comme un endroit où l'on agit? Et la réponse n'est pas un endroit rempli d'objets sans valeur. Ce n'est pas à cela que le monde ressemble. Vous ne pouvez pas agir dans un monde d'objets sans valeur, car il n'y aurait alors aucun moyen de choisir entre ces objets. Si tout a une valeur nulle, pourquoi choisiriez-vous une chose plutôt qu'une autre? Vous vivez dans un monde où les choses se présentent à vous comme si elles avaient différentes valeurs. Et c'est en partie une conséquence de votre tempérament, bien que ce soit aussi une conséquence d'autre chose. Ce que je vais donc tenter de faire est de vous fournir un schéma qui décrit le monde de la moralité, schématiquement parlant, c'est-à-dire comment agir. Et je vous parlerai un peu de qu'est-ce que ce langage, selon moi, qui, je pense, dérive de processus darwiniens. Et je pense que c'est dans cette structure que les théories cliniques reposent logiquement. Cela vous permettra de relier une théorie à une autre à partir d'une perspective conceptuelle, sans avoir à trop vous reposer sur la pure mémorisation. Nous parlerons ensuite des initiations héroïques et chamaniques. Et nous ferons cela parce que les humains ont utilisé l'initiation chamanique pendant des dizaines de milliers d'années, partout dans le monde, et elles ont une structure particulière. Le document de Mircea Eliade, dont le lien est sur le site, est très intéressant. Il détaille certains de ces processus. Il y a eu des commentateurs intelligents comme Henry Ellenberger, qui a écrit « À la découverte de l'inconscient », que je trouve est un livre exceptionnel. Celui-ci relie les processus que les psychanalystes ont découverts à la fin du 19e et au début du 20e siècle à ces rituels plus primordiaux de la transformation de la personnalité. Nous allons donc nous situer en un sens dans l'histoire profonde. Nous parlerons d'abord du paysage mythologique sous-jacent, puis nous parlerons de la conceptualisation archaïque des modes de transformation de la personnalité. Puis nous ferons la transition avec le constructivisme. Et nous nous concentrerons principalement sur Jean Piaget, qui était un psychologue du développement. Les constructivistes croyaient que l'on se construisait à partir de l'information que l'on tirait du monde. Vous êtes donc une créature qui explore, vous explorez particulièrement quand les cartes que vous utilisez dans le monde ne vous permettent plus de vous orienter convenablement, quand elles produisent des erreurs. Vous explorez alors pour collecter des informations et vous reconstruire à partir de ce que vous avez découvert. Ensuite, les psychologues de l'inconscient profond, Jung et Freud. Je pense qu'avec Jung, je vais vous guider à travers quelques films. Je n'utiliserai pas les films en eux-mêmes, j'utiliserai des extraits de ces films. Mais vous connaissez les films dans leur ordre chronologique. Et je vais tâcher de vous expliquer comment vous pourriez utiliser des présuppositions jungiennes pour comprendre de quoi parlent ces films. Vous savez, si vous pensez à un film, disons comme Le Roi Lion, qui est extraordinairement populaire, c'est un phénomène très étrange que vous alliez le regarder, n'est-ce pas? Réfléchissez-y. Ce sont des dessins d'animaux animés qui, en un sens, vous représentent. Ils sont présentés en très faible résolution, mais vous les percevez immédiatement comme des choses vivantes. Et vous leur attribuez des motivations, une force motrice et de l'intelligence. Vous le faites automatiquement, sans même y penser. Et il y a une intrigue classique qui repose sous ces histoires. Et ces intrigues sont très vieilles. Et c'est pourquoi vous pouvez les comprendre. Et la raison pour laquelle vous pouvez les comprendre est parce que la vie a une intrigue, ou peut-être a-t-elle plusieurs intrigues, ou une multitude d'intrigues. Mais la vie a une intrigue, et si elle n'en avait pas, nous ne pourrions pas nous comprendre. Et donc je voudrais illustrer cela pour vous par l'analyse de quelques-uns de ces films. Je pense que c'est la meilleure façon de comprendre quelqu'un d'aussi sophistiqué que Jung, qui est très difficile à appréhender. Freud. Je vais faire la même chose à cela près que je vais vous montrer un film qui s'appelle Crumb. C'est un documentaire. Cela parle d'une famille très mal enchevêtrée et des tentatives de ses membres, je suppose, d'y échapper. Je vous parlerai donc de Freud. Je vous montrerai le film. Cela devrait vous donner une idée sur la psychopathologie freudienne, qui est une chose très difficile à comprendre autrement. Puis il y a un examen de mi-parcours. Cet examen est un QCM. Vous le ferez en cours. Vous aurez tout le temps de le terminer. Il couvrira les notions que nous aurons étudiées jusqu'à ce stade. Nous parlerons ensuite de Rogers, Carl Rogers, qui était un humaniste.
La philosophie de Rogers est centrée sur le corps, je dirais. Il s'est aussi intéressé au développement personnel optimal et au rôle que la communication interpersonnelle joue en cela. L'hypothèse de Rogers, fondamentalement, et elle est très intéressante, est qu'une communication honnête entre deux personnes peut produire des transformations de la personnalité. Et vous pourriez vous dire que vous savez déjà cela, car il y a quelque chose de très engageant dans une conversation profonde et honnête, où vous pouvez dire des choses que vous ne diriez pas habituellement et où vous êtes écouté par quelqu'un qui vous écoute vraiment et que vous écoutez en retour. Et dans cette conversation, vous progressez tous deux à un autre niveau. C'est différent d'une conversation où vous pensez avoir raison et tentez de m'en convaincre, ou bien je pense avoir raison et je tâche de vous en convaincre, ce qui est la conversation typique. La conversation de guérison est davantage « Eh bien, que deviens-tu? Comment vas-tu? Comment se passe ta vie? Quel genre de problème as-tu? Que penses-tu de ces problèmes? Peux-tu conceptualiser ce qui serait une solution? Pourrait-on trouver un moyen de l'atteindre? » Donc, vous voyez, c'est une conversation de résolution de problèmes, et elle est basée sur la présupposition que la personne avec qui vous discutez a les capacités de grandir dans une direction positive si elle en fait le choix. C'est la présupposition fondamentale de la psychologie rogerienne. Mais Frankl sont aussi des humanistes. Je terminerai de vous parler du reste du programme la prochaine fois que nous nous verrons. Je vous informerai un peu plus sur la structure du cours. Le deuxième examen sera le 14 mars. Et il y aura un examen final à la fin également. Les QCM sont notés comme suit, 25%, 25% et 27,5%. Ils ne sont pas cumulatifs. Chaque test ne couvre que ce que vous avez couvert précédemment, depuis le dernier test, incluant le final. Il vous sera demandé d'écrire un essai qui comptera pour 15%. Ce sera de 1000 mots, désolé, pas de 750. Et vous ferez aussi un exercice en ligne, une analyse de personnalité. Celui-ci est obligatoire, tout ce que vous devez faire est de le compléter et d'en apporter la preuve. Il vous aidera à faire une analyse Big Five de votre propre personnalité, en se concentrant sur vos mérites et vos faiblesses. C'est donc un exercice pratique d'application des théories de la personnalité au développement personnel. Voici donc la structure du cours, de ce que je peux vous dire. Il y a une feuille d'émargement sur le syllabus. J'ai fait la liste des sujets d'essai que vous pouvez choisir pour le semestre. Je vous recommande vivement de vous y inscrire dès que possible. Les places pour chaque sujet sont limitées. Et la raison est que je ne veux pas que mes TA aient à noter 200 essais la dernière semaine de cours. Nous devons les répartir sur l'année. Trouvez donc un sujet et inscrivez-vous, s'il vous plaît, et au plus vite si possible. C'est une chose consciencieuse à faire. Cela vous aidera à vous organiser. Je posterai quelque chose d'assez utile sur comment écrire, surtout pour la rédaction d'un essai de 1000 mots. Et je terminerai. Les essais doivent être rendus un jour avant le cours. Et je terminerai, au fait, en vous disant qui ne devrait pas suivre ce cours. Tout d'abord, si vous n'avez pas aimé cette séance aujourd'hui, alors ne choisissez pas ce cours, car c'est à cela que les séances vont ressembler, et elles ne sont pas pour tout le monde. J'utilise beaucoup d'associations en vrac et j'essaye de les réunir après. Je vais dans beaucoup de directions, ainsi je peux vous parler directement, ce que j'aime faire, mais je sacrifie une certaine forme d'organisation pour cela. Mais à mon sens, cela en vaut le sacrifice. La seconde chose est qu'il y a beaucoup de lectures, énormément. Et une bonne partie est, je dirais, beaucoup de sciences dures, surtout la dernière moitié. Mais la première moitié est pour beaucoup philosophique par nature, philosophique et psychologique, disons. Et donc, si vous n'êtes pas intéressé par cela, par exemple, si vous êtes du genre sciences pures uniquement, et que vous n'êtes pas intéressé par les éléments cliniques, disons, de la personnalité, et par l'investigation des sous-jacents philosophiques de ces théories cliniques, alors je dirais que ce cours n'est pas pour vous. Et donc, vous devriez prendre cela sérieusement, car les lectures sont difficiles, ce cours demande beaucoup de travail, et il vaudrait mieux que vous suiviez un cours que vous voudriez vraiment suivre. Donc voilà. Eh bien, bienvenue au cours Psychologie 230, et nous nous reverrons très bientôt.